En 1788, le jeune André-Marie Ampère, alors âgé de 13 ans, découvre dans la bibliothèque familiale un livre de Rivard, nommé « Les éléments de mathématiques ». Il se passionne alors pour l'algèbre et l'arithmétique, ce qui le mènera à une grande carrière scientifique, au point qu'il laissera son nom à l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique, l'ampère. Mais un autre événement va marquer cet homme. En 1793, son père deviendra juge de paix à Lyon et prendra position contre les excès de la Révolution française. Ce sentiment, partagé par beaucoup de Lyonnais, mènera au soulèvement de la ville contre la Convention nationale installée à Paris. Une répression brutale s'ensuivra. De nombreuses têtes tomberont, dont celle du juge Ampère, traumatisant son fils à jamais. La violence avec laquelle fut matée l'insurrection lyonnaise de 1793 est particulière. Dans un contexte troublé par la menace extérieure et la guerre civile, la terreur est mise en place par la Convention pour sauver la Révolution. Des hommes opportunistes vont alors se déchaîner. Parmi eux, un certain Joseph Fouché, qui va faire preuve d'une grande cruauté, au point d'hériter du titre de mitrailleur de Lyon suite à son intervention. Revenons donc sur cet épisode sanglant de la Révolution française, et demandons-nous quelles furent les causes à un tel déchaînement de violence. Clémenceau disait « La Révolution est un bloc ». Il est donc très difficile d'envisager cet événement sans vision d'ensemble. Alors sans trop entrer dans les détails, revenons rapidement sur les grandes étapes qui mènent à l'insurrection lyonnaise de 1793. 1789 voit la volonté du tiers-État de doter la France d'une constitution. Cette assemblée constituante bouillonne d'idées. Elle proclame la Déclaration des droits de l'homme, réorganise administrativement la France, réforme la justice, favorise le libéralisme économique, soumet l'Église au pouvoir civil et limite les pouvoirs du roi. Concrètement, cette assemblée tente de mettre à bas l'ancien monde féodal. Une monarchie constitutionnelle est votée en septembre 1791. Elle sépare les pouvoirs et consacre la souveraineté populaire. Louis XVI dispose encore d'un pouvoir fort, notamment celui du veto suspensif, bloquant ainsi n'importe quel texte proposé par l'Assemblée législative. Mais le roi va commettre une erreur fatale, brisant le lien qui l'unissait encore au peuple. En juin 1791, il tente de fuir et se fait arrêter à Varennes, puis ramené à Paris. Les soupçons de trahison se développent partout. La confiance est rompue, même si Louis XVI prêtera tout de même serment à la nouvelle constitution. Sur sa proposition, la guerre est déclarée au roi de Bohême et de Hongrie, en avril 1792. Le Capétien mise sur une victoire de la puissance étrangère afin de le rétablir dans ses droits. Cette déclaration de guerre va surtout modifier l'équilibre politique. La menace extérieure est réelle. De nombreux volontaires, appelés fédérés, vont s'engager dans l'armée. Ils défendront les frontières et mèneront aussi des expéditions punitives contre les ennemis de la Révolution. L'exaltation populaire devient puissante. En cet été 1792, tout s'emballe. Danton déclare la patrie en danger et le 25 juillet, le chef de l'armée prussienne, Brunswick, produit un manifeste intimidant le peuple de Paris en promettant une répression implacable des révolutionnaires. La peur, souvent moteur de l'action, pousse à l'invasion des Tuileries le 10 août. Le roi est destitué et incarcéré. De nouvelles élections convoquées. La royauté est abolie le 21 septembre et la Première République proclamée. La Révolution française entre dans une nouvelle phase, radicale. Cette nouvelle assemblée, nommée Convention nationale, va cristalliser les nombreux antagonismes politiques. Alors pour bien comprendre l'insurrection lyonnaise de 1793, il faut tout d'abord nous pencher sur l'opposition croissante entre Girondins et Montagnards, même si les idées, les hommes et les postures sont difficiles à cerner. De manière schématisée, deux conceptions de la Révolution s'opposent, dont les origines remontent à la déclaration de guerre de 1792. Il y a les partisans d'une guerre de conquête, comme Brissot ou Vergniaud, et les partisans d'une guerre de défense, comme Marat ou Robespierre. Les partisans de Brissot souhaitent une guerre à des fins d'expansion économique et de conquête révolutionnaire, tandis que les montagnards souhaitent protéger la nation. Concernant l'origine du mot, il est souvent raconté qu'il provient de leur emplacement à la Convention, en hauteur, vers la montagne. Mais il s'agit également d'une allusion au mont Sinaï, où Israël reçut les tables de la loi. Les partisans de la guerre de conquête, nommés Brissotins, puis ensuite Girondins au XIXe siècle, pour leurs origines de la région bordelaise, remportent la partie. Beaucoup d'entre eux sont nommés à des postes ministériels. Mais les événements qui mènent à la prise des Tuileries le 10 août 1792 et la chute du roi sont le fait des montagnards, qui par d'habiles manœuvres ont le soutien des sections populaires parisiennes. Ce sont les fameux sans-culottes, constitués de boutiquiers et de marchands, majoritairement.
Les conceptions idéologiques de ces deux pôles sont primordiales dans les conflits politiques meurtriers qui vont suivre. Pour les Girondins, la révolution est terminée dès l'avènement de la monarchie constitutionnelle de 1791. Elle doit être propagée à l'extérieur. Le petit peuple n'y a plus sa place et doit délaisser la gestion des affaires à cette classe bourgeoise. Pourtant issue du même rang, la bourgeoisie, les montagnards voient la révolution comme un acte de sacrifice total, épousant un idéal de bonheur pour l'ensemble de la population, par la réalisation définitive des droits de l'homme. Pour eux, la révolution n'est faite qu'à moitié. Ainsi, durant la Convention, les Girondins se présenteront comme modérés, tandis que les montagnards s'associeront aux sans-culottes, par opportunisme ou par cœur, afin d'achever cette révolution. Un point important, chaque camp, montagne-Gironde, connaît des dissensions et des divergences internes, témoignant de la difficulté à saisir les forces politiques de cette époque. Le procès de Louis XVI devient un lieu d'affrontement chez les membres de la Convention, que l'on appelle conventionnelle. Tournant habilement en leur faveur la trahison avérée du roi, les montagnards réussissent à l'envoyer à l'échafaud, tandis que les Girondins sont divisés sur le sujet. Les réactions des cours européennes vont porter un grand danger aux frontières, justifiant alors les mesures les plus radicales. Une levée en masse est organisée en février 1793. Parallèlement, pour anéantir les foyers contre-révolutionnaires, notamment en Vendée, un tribunal révolutionnaire est institué. Afin de mener plus efficacement l'action politique, le comité du salut public est créé, disposant de l'initiative des lois et du pouvoir exécutif. Un comité de sûreté générale est mis en place, concentrant les pouvoirs de justice révolutionnaire. Des représentants en mission sont envoyés aux quatre coins de la France pour faire appliquer les décisions prises à Paris. La montagne prend le dessus face aux Girondins, grâce à ces outils d'exception qu'ils contrôlent. Accusés de vouloir diviser la France, les Girondins sont arrêtés lors des journées du 31 mai et du 2 juin 1793, sous la pression des sans-culottes. Ils sont accusés de fédéralisme. Le concept de fédéralisme girondin opposé au centralisme jacobin se développe à cette époque, de manière très réductrice d'ailleurs. En ce printemps 1793, le rapport de force montagne-Gironde est bien différent selon les villes, notamment à Lyon. Lyon est la deuxième ville de France en termes de population. C'est un moteur économique grâce à son industrie textile. Une classe de manufacturiers va s'opposer à la masse des ouvriers, surtout qu'une crise secoue la ville depuis une dizaine d'années à cause des barrières d'octroi, sorte de droit de douane à l'entrée de la ville. Plusieurs émeutes ont secoué Lyon au début de la Révolution. Dès 1790, une opposition entre les sections sans-culottes, nommées clubs centrales, et des clubs plus bourgeois se développe. Un homme investi, prêt à tous les sacrifices pour la Révolution, prend le contrôle du club central, Marie-Joseph Chalier. Jusqu'en 1793, la mairie est contrôlée par des Girondins. Mais les mesures prises par la Convention à Paris inspirent les sans-culottes lyonnais. Ils veulent la création d'un tribunal révolutionnaire. Le 9 mars 1793, le pouvoir bascule. Bertrand, ami de Chalier, est élu maire. À la manière des conventionnels montagnards de Paris, les mesures prises vont être radicalement sociales. Une boulangerie municipale est créée. Un prix maximum est demandé pour limiter le prix du grain. Un tribunal et une armée révolutionnaire sont mis en place. Et surtout, une contribution forcée des plus riches est instaurée. Cette municipalité que l'on nomme les Chaliers porte atteinte au libéralisme économique et se fait un grand nombre d'ennemis. La réaction des modérés bourgeois est plutôt fine, d'autant que la situation sociale ne s'améliore pas. Les Chaliers vont faire l'erreur de se couper de leur base populaire, les fameuses sections. Les modérés vont investir ces assemblées de sections, jouant sur l'interdépendance des ouvriers et des marchands. Ils les convainquent de renverser cette municipalité montagnarde. Le 29 mai 1793, 23 sections sur 32 marchent sur l'hôtel de ville. Les Chaliers sont renversés. Exactement le même jour où, à Paris, les Girondins le sont par les montagnards. La situation à Lyon est donc l'exact opposé de celle à Paris. Une municipalité provisoire est instituée. Les envoyés de la Convention sont chassés, et Chalier jugé. Le 17 juillet, il est exécuté de manière atroce. Lui qui avait instauré la permanence de la guillotine, va être le premier à passer sur l'échafaud. Et justement, le rasoir national fonctionne mal. La lame va tomber 3 fois sans réussir à détacher la tête. On met fin au supplice par un coup de sabre. Les montagnards vont l'élever en martyr de la Révolution. Depuis l'arrestation des Girondins à Paris, la Convention fait face à ce que l'on appelle des insurrections fédéralistes dans toute la France. Fédéralistes car elles remettent en cause l'indivisibilité de la République. Les Girondins qui ont réussi à fuir appellent à la révolte contre la Convention et sont associés malgré eux au soulèvement royaliste et à la menace étrangère. Ces insurrections fédéralistes amalgament beaucoup de tendances, contre-révolutionnaires et modérés se retrouvant désignés à tort dans un même ensemble. La situation critique en Normandie, en Vendée, dans le Bordelais ou le Sud-Est
va pousser la Convention à associer Lyon à la thèse de la révolte fédéraliste. Ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque la nouvelle municipalité se proclamera fidèle à la République, une et indivisible. Les envoyés de la Convention vont essayer de négocier dans un premier temps avec les autorités lyonnaises. Il est décidé d'envoyer l'armée des Alpes reprendre la ville. Le 22 août, les bombardements débutent depuis la Guillotière. Le siège de Lyon va durer près de 2 mois. Le 29 septembre, le fort de Sainte-Foy est pris par les armées républicaines. La ville capitule le 9 octobre. Un décret célèbre est pris à Paris le 12. Lyon perdra son nom et sera appelée Ville affranchie. Elle sera détruite. Lyon a fait la guerre à la liberté. Lyon n'est plus. En réalité, cet arrêté ne concerne que les maisons habitées par des riches. Couthon, ami de Robespierre, est envoyé à Lyon pour faire appliquer cette décision insensée. Il va, derrière un semblant de fermeté, se montrer plutôt souple sur la question. Il aurait tapé avec un marteau les maisons à détruire. Mais sous prétexte de manque d'hommes, seulement une cinquantaine de maisons sur 600 désignées seront rasées. Voyant l'apparente bienveillance de Couthon dans la répression, les ultra-révolutionnaires demandent à la Convention plus de fermeté. Décision est prise d'envoyer un extrémiste jacobin, qui n'aura pas peur de se tacher les mains de sang. Joseph Fouché. Fouché est un homme de l'ombre, silencieux et mystérieux. C'est un être de sang-froid. Sa principale qualité est de sentir le vent tourner. Il est élu député de la Convention en septembre 1792, avec les Girondins, mais bascule dans le camp montagnard suite au vote de la mort du roi. Il devient, quasiment du jour au lendemain, un archi-extrémiste et un ultra-terroriste. Il devient délégué de la Convention en province. Ses représentants en mission ont des pouvoirs énormes, lever l'impôt, rendre des jugements ou déposer des généraux. Mais la Convention contrôle scrupuleusement leurs actions. Fouché est envoyé dans un premier temps à Nevers et à Moulins. Il fait preuve d'un zèle débordant. Les riches tremblent. Il recrute des soldats, gère les fabriques d'une main de fer, dépouille les églises. Il revient à la Convention chargé de butin et se fait connaître pour son intransigeance. Exactement ce qu'il faut pour mater la ville affranchie. Fouché est envoyé à Lyon avec un autre montagnard, Collot d'Herbois, ancien directeur du théâtre de la ville. Arrivés début novembre, leurs actions macabres débutent par plusieurs fêtes funèbres en l'honneur du martyr Chalier, sommet d'athéisme révolutionnaire pompeux. 2 commissions extraordinaires et provisoires avaient été créées sous Couthon, une commission militaire et une commission de justice populaire. Les 2 nouveaux représentants vont y ajouter une commission révolutionnaire, afin d'organiser la répression avec plus d'efficacité. C'est un tribunal n'ayant d'autre choix dans ses jugements que la mort ou l'acquittement. Il n'y a aucune garantie judiciaire pour les prévenus, et le verdict doit être rendu en 8 minutes maximum par les juges. Le profil des accusés est multiple. Des modérés girondins, des prêtres, des négociants, des aristocrates, des royalistes, mais aussi les sectionnaires et sans-culottes ayant renversé Chalier quelques mois auparavant. Une simple présomption de culpabilité vous envoie à la mort. Le 4 décembre au matin, les exécutions en masse commencent. La guillotine s'active place des terreaux, surnommée alors place de l'égalité. Trouvant que la guillotine fonctionne trop lentement, des condamnés sont amenés dans les plaines de Brotteaux. 2 tranchées sont creusées, des canons placés à quelques mètres. On attache les gens 2 par 2. On les groupe. Les canons crachent la mitraille, les suppliciés s'écroulent. Mais tous ne sont pas touchés de la même façon. Certains ont des membres arrachés, d'autres les entrailles à l'air libre. La cavalerie achève les survivants au sabre et au pistolet, avant de les déshabiller et de les dépouiller. Ils sont ensuite jetés dans les tranchées, puis recouverts de chaux, ou carrément jetés dans le Rhône, qui devient rouge de sang de ses habitants. Plusieurs sessions de ces mitrailles vont avoir lieu, par groupe de 64, puis de 200. Fouché se félicite auprès de la Convention de cette prompte répression. Au total, ce sont près de 1600 personnes qui seront exécutées suite à l'arrivée de Fouché et Collot d'Herbois, auxquels il faut ajouter environ 200 personnes sous Couthon. Quelques Lyonnais réussissent à se rendre à la Convention afin de demander la fin des massacres. Collot d'Herbois décide d'aller se justifier à Paris. Il use de belles paroles. Lorsque l'on guillotine 20 coupables, le dernier exécuté meurt 20 fois, tandis que ces 200 conspirateurs meurent ensemble. Mais sentant le vent tourner, Fouché décide d'arrêter ses exécutions de masse du jour au lendemain. Il veut désormais se faire passer pour un humaniste. Il a sans doute appris que Carrier, le représentant chargé d'une répression similaire à Nantes, et qui a noyé près de 2000 personnes, devait rendre des comptes à l'Assemblée. Fouché est convoqué à Paris en avril 1794 pour s'expliquer devant le comité du salut public. Il tente de prendre les devants en s'expliquant devant la Convention, mais personne ne bouge. L'implacable Robespierre le convoque. Personne ne sait ce que les 2 hommes se sont dit, mais une chose est certaine, Fouché sait que s'il veut survivre, il doit faire tomber Robespierre. Il va participer activement au complot menant à la chute de l'incorruptible, le 27 juillet 1794. Il mènera ensuite campagne pour faire porter toute la responsabilité de ces massacres sur Collot d'Herbois, qui sera déporté à Cayenne en 1795.
Il y mourra d'une fièvre à peine un an plus tard. Fouché, lui, continuera son ascension politique avec Bonaparte en devenant ministre de la police, et au passage l'un des hommes les plus forts et dangereux de la période napoléonienne. La ville affranchie retrouvera son véritable nom, Lyon, le 7 octobre 1794. Parmi les hommes ayant vivement appuyé cette décision, un certain Joseph Fouché. Les victimes des mitrailles de Lyon auront droit à un lieu de mémoire sous forme de pyramide en 1814, puis dans la crypte d'une chapelle, celle des Brotteaux, en 1906, qui est toujours visitable aujourd'hui. Elle contient 209 crânes de suppliciés. Ce terrible événement nous interroge surtout sur la notion de violence révolutionnaire, sur sa légitimité et sa justification légale. En institutionnalisant cette terreur, les montagnards souhaitaient contenir la fureur populaire, en se substituant à elle. L'épisode des mitrailles de Lyon témoigne des limites d'un tel procédé. L'image d'une France dévorant ses propres enfants trouve ses racines dans cette impossible équation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mitrailler le pouce bleu si c'est le cas, à partager et à commenter évidemment. Si vous voulez me soutenir sans débourser un centime, n'hésitez pas à vous rendre sur Utip. Et si vous souhaitez m'aider encore un peu plus, rendez-vous sur Tipeee. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être et bon courage pour les autres. Merci encore d'avoir visionné et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.